Thank you very much for this introduction. And if I may, Merci. Et donc, laissez-moi rebondir sur ce qui vient d'être dit. Et en fait, nous sommes en retard, d'accord, oui, mais il faut que nous réfléchissions le long de la ligne de temps. Et il faut le faire globalement. Et c'est ce dont nous allons traiter lors de cette session. Et donc, afin de gagner un petit peu de temps, je vais m'arrêter dans ma introduction et je passe la parole directement à la première personne que nous invitons, c'est Karine Cepido, l'Université de Louvain. Et c'est une personne qui travaille en ce qui concerne sur les politiques européennes. Vous avez été directrice du panneau scientifique sur l'horizon 2020. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici parmi nous, professeur Cepido de l'Université de Louvain. Et je vous remercie de votre invitation. Est-ce que mes slides et mes diapos peuvent être affichés? Parler de la recherche sur la santé. En fait, si vous voulez avoir une mal, la recherche doit en faire partie. Lorsque je travaille sur un panel de recherche, nous avons fait des recommandations qui étaient très précises et qui sont révélées au cours de la pandémie. Et en fait, la première, c'est que si vous voulez être efficace, et donc il faut avoir une stratégie qui vous permette d'avoir une approche continue dans le long terme. Et après, il faut faciliter la traduction de l'innovation dans des choses de concret. Et il faut traiter de la fragmentation entre les pays, entre les secteurs, et il faut s'assurer de leur collaboration. Et surtout, et c'est le numéro 1 en fait, il faut avoir une vision, il faut avoir un leadership qui s'assure que quelque chose va se passer. Et donc, ces recommandations ont été faites en juillet 2020. Et où en sommes-nous aujourd'hui? En octobre de la même année, la Commission, la présidente de la Commission, von der Leyen, nous a dit qu'il y avait à avoir une autorité de réponse afin d'avoir une protection globale en cas de crise. Et donc, ça, c'est très important. C'est l'objectif de l'UE. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne la santé, ce sont les prérogatives, c'est la prérogative des pays. Donc, si on veut une Europe de la santé, il faut que les pays abandonnent une partie de leur autonomie. Et en fait, nous avons besoin d'une Europe de la santé. Et en ce qui concerne les limites, nous avons une proposition afin d'avoir l'ERA, c'est-à-dire l'autorité de préparation de réponse aux urgences sanitaires, afin de se préparer aux futures urgences sanitaires. Et en fait, c'est le Centre européen
de prévention des maladies, prévention et contrôle des maladies. Et donc, cela permettra d'avoir des fonds pour cette préparation. En fait, les budgets qui sont associés à cette préparation devront être pris dans d'autres budgets. Donc ça, c'est pas un nouveau budget, c'est un sous-budget. En fait, est-ce qu'on a un engagement? On a un petit engagement, oui. Et où en sommes-nous? On n'est pas arrivé là où on voudrait l'être. On avance petit à petit. Je vous ai montré des exemples. On a le CDC, mais on n'a pas des organisations nationales comme elles peuvent exister dans d'autres pays. Et je donne les exemples de la NIH aux États-Unis. Et je souhaiterais recommander la construction d'une union d'une Europe de la santé qui permette d'être un leader et de dialoguer avec ses homologues dans le monde. Cette nécessité donc d'avoir un leadership au niveau européen dans la construction de la santé. Peter Ole Peterson, non l'inverse, j'ai pas dit dans le bon ordre. Ole Peter Otterson, sorry. Which is the next speakers? Well, we have a duo. Alors, nous avons un duo, nous avons deux présentateurs qui vont apparaître à l'écran. Et il s'agit de Michel Kazachkin et Stéphanie Ciambiano. Ils représentent un think tank français sur les aspects de la santé. Et il s'agit de Santé mondiale 2030. Nous sommes très heureux de leur souhaiter la bienvenue. Michel et Stéphanie qui doivent apparaître à l'écran. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous, merci de cette opportunité. Et je vais vous présenter effectivement ce centre de réflexion. Et en fait, c'est un centre pour réfléchir aux défis de la construction d'une Europe de la santé. Nous regroupons 16 personnalités liées au monde de la santé mondiale, des collègues de la société civile, des journalistes, des personnes venant du secteur privé et d'autres fondations. Cela fait maintenant 5 ans, nous nous rencontrons tous les mois, parfois lors du Covid 2 fois par mois, et nous nous rencontrons pour analyser les grands enjeux de la santé mondiale et produire et diffuser des savoirs, des idées nouvelles et alimenter la réflexion des responsables politiques français. Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux et nous proposons des mémos que nous envoyons aux preneurs de décision, décisionnaires. Nous sommes engagés à renforcer l'Europe de la santé
avec un système de la santé qui soit le meilleur possible et renforcer la voix de l'Europe lorsqu'elle parle au monde et lorsqu'elle peut développer les valeurs européennes au niveau de la santé mondiale. Et pour cela, nous devons nous joindre aux experts de la santé du Geneva Forum, du World Health Forum et du One Health Forum. Et je passe la parole à Stephanie Ciampiano, qui fait partie de notre centre de réflexion, qui va vous faire part de nos recommandations. Bonjour à toutes et à tous, et pour cette belle occasion effectivement de présenter nos recommandations. Donc, je vais continuer en français. Donc, avec l'équipe du think tank, si on peut passer à la slide suivante. Avec l'équipe du think tank, donc nous avons récemment écrit une note sur l'Europe de la santé, de porter celle qui nous semblait vraiment la plus importante d'entre toutes, et en l'occurrence la nécessité pour l'Union européenne de s'impliquer dans la gouvernance de la santé mondiale. Donc ici, il ne s'agit pas de participer à un effort collectif de solidarité à l'égard des plus pauvres, il s'agit aussi et surtout de participer à une conversation sanitaire mondiale, parce que, bon, comme vous le savez, les décisions qui sont prises à l'échelle de la planète vont avoir un impact direct et important sur la santé des Européens. C'est le principe de la santé mondiale qui a été très clairement démontré par la crise Covid. Donc on sait que les problèmes doivent être dorénavant appréhendés à l'échelle du monde. On sait que les réponses à ces problèmes passent forcément par des réponses collectives et des réponses globales. Donc l'Europe n'a pas le choix et l'Europe doit participer à ces discussions au niveau mondial. Alors, il nous semble que cette implication dans la gouvernance de la santé mondiale va passer par 3 étapes. D'abord, la première étape, c'est de doter l'Europe d'une véritable stratégie en matière de santé mondiale. En l'occurrence, des documents de politique ont déjà été écrits en 2010 sur le rôle de l'Union européenne dans la santé mondiale. Les États membres doivent se replonger dans ces documents, doivent les réactualiser, puisque l'environnement international a évidemment énormément évolué depuis 2010, notamment en 2015 avec la création des objectifs du développement durable. Un travail avait déjà été fait par des groupes de travail mis en place fin 2019 lors de la présidence finlandaise. Donc, il faut absolument redynamiser ces groupes et se donner une feuille de route très claire vers l'élaboration d'un document stratégique qui pourra vraiment changer la donne. La deuxième étape, c'est de construire une voix européenne sur la scène internationale qui ne soit pas la somme ou le plus petit dénominateur commun des 27 pays membres, mais qui soit un vrai positionnement construit collectivement. L'Europe doit clairement devenir le premier lieu de concertation des pays européens. Cela passe par des espaces de dialogue intra-européens qui vont regrouper à la fois des décideurs, des chercheurs, des ONG, l'ensemble des acteurs. L'idée, c'est de tendre évidemment progressivement et autant que possible vers des visions et des positionnements européens communs qui seraient plus lisibles sur la scène internationale et de construire petit à petit une véritable culture sanitaire européenne commune qui n'existe peut-être pas encore à l'heure actuelle. Voilà, la troisième étape, c'est que cette voie européenne commune, donc qui sera construite, soit vraiment portée et que l'Union européenne s'investisse davantage dans les espaces multilatéraux de la santé mondiale. L'Europe est déjà représentée à l'heure actuelle au sein de plusieurs conseils d'administration, comme ceux de Gavi, par exemple, ou du Fonds mondial. Et il nous semble que les pays européens et l'Union européenne gagneraient énormément à préparer ensemble et à coordonner de manière beaucoup plus systématique, finalement, leur positionnement, s'ils veulent avoir plus d'influence. La Commission européenne ne doit pas se positionner comme un 28e État, elle doit vraiment parler au nom des 27 avec toute la légitimité de cette voie commune. Voilà, et en conclusion, n'est que le fruit de la volonté des États membres. La Commission européenne ne s'investira dans la gouvernance de la santé mondiale que si les États membres lui en donnent clairement le mandat. Il est donc très important que les ministres de la Santé et les ministres des Affaires étrangères qui vont se réunir affirment très fortement ce message politique. L'Union européenne doit parler d'une seule voix, porter ses valeurs et influencer le débat multilatéral sur la santé mondiale. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphanie Ciampiano. Nous allons maintenant entendre Simon Gaboret. Allô?
I think it's very important in a session on the global Et perspective. je dirais qu'il est important d'écouter ce que les personnes de par le monde ont à dire, et je dirais que nous pouvons bénéficier de la perspective africaine avec Simon Kaboré, qui a fait un super travail avec la perspective des droits humains. Simon, nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue en distanciel. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de parler aussi de la politique européenne, la politique sanitaire européenne vue d'Afrique. Merci aux organisateurs de nous avoir associés. Il est évident qu'avec la pandémie de la COVID-19, on est tous convaincus maintenant que la maladie n'a pas de frontières. Et chacun de nous peut être touché d'un jour à l'autre par une maladie venant d'ailleurs. Du coup, on comprend aisément que de nos jours, on ne pourrait pas avoir sur la planète une région qui est en très bonne santé et une autre région qui sera en proie à la maladie. Donc, on est dans une logique où soit nous arrivons à créer un monde en santé, karma, ou bien nous allons être dans un monde avec des risques perpétuels de maladie parce que simplement il y a une région qui n'est pas totalement protégée. Nous saluons bien sûr les efforts faits par l'Europe au niveau de la santé mondiale, mais nous voulons aborder très rapidement deux insuffisances que nous déplorons, sur lesquelles nous allons faire des recommandations. La première insuffisance, c'est bien sûr que nous trouvons que l'Europe n'arrive pas toujours à combattre suffisamment les conflits d'intérêts dans ce système de santé, alors que beaucoup de directives et de normes qui s'appliquent au niveau mondial viennent bien sûr effectivement des instances souvent européennes et sont appliquées au niveau de nos pays. Ce qui fait propres évidences. Pour alimenter ces réformes, nous sommes vulnérables dès que effectivement il y a une faille dans le dispositif de protection des patients au niveau de l'Europe. Nous pensons qu'effectivement il y a nécessité effectivement que cela soit verrouillé, et nous constatons malheureusement aussi que les financements internationaux nous contraignent souvent à appliquer ces mesures, même si au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas souvent la conviction que cela effectivement a été fait en tenant compte de l'intérêt supérieur des patients. Donc, il y a réellement à revoir cet aspect. La deuxième insuffisance que nous regrettons est que très souvent, l'Union européenne, dans les débats concernant la levée des brevets en faveur de l'accès aux nouvelles thérapies, l'Union européenne prend assez souvent la position en faveur des firmes pharmaceutiques. Nous avons vu le cas avec les vaccins contre la COVID-19, où les USA ont soutenu la levée des brevets, mais malheureusement, l'Union européenne n'a pas suivi effectivement cette voie et ça a beaucoup freiné l'accès des pays africains en matière de vaccins contre la COVID-19. Nous avons également constaté que l'Union européenne, à travers les accords de propriété et les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays africains, inclut dans ces accords des clauses de protection des brevets qui vont au-delà des accords de l'OMC et qui permet effectivement à l'industrie pharmaceutique de rattraper ce qu'ils ont perdu au niveau de l'OMC, de rattraper ces protections au niveau des accords de partenariat économique. Sur ces deux éléments, nous faisons des recommandations. Première recommandation, nous souhaitons que l'Europe de la santé, qui est en construction, appuie les initiatives régionales de l'Union africaine et de la CEDEAO. Je retiendrai déjà l'Africa CDC, je vois aussi l'Organisation ouest africaine de la santé, afin que l'Afrique puisse produire ses propres évidences
et aussi orienter les normes et directives mondiales en matière de santé adaptées effectivement à son contexte. Dans ce sens, nous pensons que si l'Afrique avait pu avoir cette possibilité, l'Afrique aurait pu, pourquoi pas, aussi révéler à l'Europe le secret de sa résistance face à la COVID-19. Pourquoi pas? Nous voulons, deuxième recommandation, nous recommandons que l'Europe de la santé s'engage résolument en faveur de l'assouplissement des brevets, du système de protection des brevets, le déséquilibre de l'accès aux services de santé à travers le monde. Troisième recommandation, nous souhaitons que l'Europe de la santé soutienne la production locale de médicaments en Afrique pour accroître la résistance effectivement de l'Afrique, parce que nous avons vu avec la COVID, l'Inde et la Chine qui étaient en proie à la COVID ne pouvaient plus produire effectivement les copies de médicaments pour l'Afrique et on en a beaucoup souffert. Enfin, nous aimerions bien que l'Union et l'Europe de la santé s'engagent dans la lutte contre la fuite des capitaux des pays africains qui auraient pu financer des secteurs sociaux tels que la santé, mais cette fuite handicape beaucoup nos pays et ces fuites de capitaux vont très souvent vers l'Europe et handicapent nos capacités effectivement à construire des systèmes de santé solides en Afrique. Voilà les questions que nous avons à vous adresser ce soir. Merci beaucoup Simon Caboret, et on voit toute l'importance de renforcer grâce à l'Union européenne les systèmes de santé en Afrique. Nous passons maintenant à Roda Vaniense, je prononce bien? Yes, Roda is Dean of the School of Public Health at Makerere University in Uganda. And the floor is now Roda Vaniense. She is the Dean of the School of Public Health at Makerere University in Uganda. Discussing here today, when we are hosted by the One Sustainable Health Forum, I think Roda will tell us what is sustainable health. Et donc, en fait, elle va préciser ce que c'est qu'une santé durable au niveau global. Roda, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Alors, évidemment, nous avons été attaqués et nous n'avions pas beaucoup d'outils pour répondre à cette attaque. Et de nombreux pays ont dû choisir entre la vie et gagner sa vie. Et en fait, être vivant sans pouvoir gagner sa vie, ce n'est pas ce que l'on appelle la santé. Donc, il faut trouver un déterminant de base. Et il faut traiter ceci globalement tout en préservant les générations à venir. Donc, il faut une santé durable, c'est-à-dire aujourd'hui et à l'avenir. Et cela veut dire que tout le monde est impliqué, les femmes comme les hommes. Ce n'est pas durable si tout le monde n'est pas impliqué. Comment le faire? Nous avons besoin d'un effort global, d'un leadership global. Nous devons développer les structures gouvernementales et avoir une solidarité au niveau régional et national. Il faut protéger les plus vulnérables et il faut l'implication des communautés les plus vulnérables afin de s'assurer que les solutions soient adaptées au contexte. En Afrique, nous devons investir dans, par exemple, le centre de protection des maladies.
Il faut investir dans l'Agence africaine des médicaments afin que les médicaments soient les meilleurs et les plus sûrs. Il faut investir dans une science équitable, une technologie équitable, afin que le potentiel de tous ici soit développé. Et cela veut dire que nous investissons pour une approche durable et des innovations qui nous permettent de répondre à tous les problèmes pour toutes et tous. Nous avons besoin de politiques qui soient impliquées et je vous remercie encore une fois de votre invitation. Simon Caboret nous parlait des brevets, vous nous parlez du partage de technologies et d'innovation. Nous allons entendre Amadou Sall, qui lui est au Sénégal. Yes, the next speaker, Amadou Sall, I think will continue on. Je pense effectivement que le prochain orateur, Amadou Sall, va pouvoir continuer à rebondir sur ce que disait Simon Elroda. Et effectivement, l'amélioration de la santé est clé. Amadou, je suis très heureux de vous revoir. Vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur au Sénégal. Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue. Merci à tous. Très rapidement, je souhaiterais mettre l'accent sur 2 ou 3 messages clés. Comme cela a été dit, nous ne serons pas en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité. Et donc, il faut développer un partenariat. Et le partenariat est global. Et il faut s'assurer que s'il y a une bonne technologie qui est développée, et lorsque l'on voit qu'elle peut être adaptée à une menace, en fait, il faut pouvoir travailler avec différents instituts qui permettent de développer ce partenariat, et ceci est critique. Donc, en fait, ça veut dire des personnes qui travaillent ensemble, des personnes qui ont un objectif commun, et en fait, qui mettent en œuvre un système de surveillance, un système d'équité, et afin que le partenariat soit des plus efficaces. Il faut s'assurer que les fabricants de vaccins, la thérapie soit présentée de façon durable. Deuxièmement, il est nécessaire de construire une solidarité avec l'Europe. Et donc, il est important de travailler au niveau des communautés. En fait, tout ce qui est fait aujourd'hui est lié au changement d'approche. Et en fait, lorsque nous travaillons en solidarité, cela nous permet d'être le plus efficace. Et c'est vrai que au sein d'une même communauté, lorsque certains ont accès au vaccin et d'autres non, ça ne va pas. Et il faut apprendre de ces communautés et créer une solution qui permette d'avoir un résultat positif. Et cela permettra d'avoir des solutions bien plus efficaces. Et tout le monde en profitera. Et dernièrement, il faut s'assurer que l'innovation, et il y a beaucoup d'innovation en Europe, soit partagée afin que tout le monde puisse en profiter. Avec le H2020,
il y a beaucoup de choses qui sont passées. leapfrogging model to make sure that On peut faire un grand bond en avant afin que c'est de l'Europe. Et je travaille au sein du réseau Pasteur. Et Pasteur est présent sur 5 continents. Et c'est une opportunité incroyable pour l'Europe de travailler avec tout le monde parce qu'il y a des pays, des instituts avec lesquels ils travaillent depuis des années. Et en fait, il faut s'atteler à la tâche commune. Merci. Merci Amadou Sall. Dernier speaker de cette deuxième. And the last speaker. Augustine Martin, Lacenta. Yes, Augustine Martin is the next speaker, and he's a senior advocacy officer at C'est le responsable des présentations à la DSW à Bruxelles. Augustine, merci. Je suis très heureux de vous rejoindre en virtuel. En 2020, nous avons préparé une proposition de stratégie de santé globale. Et c'est un moment très important pour faire cette présentation, cette proposition. Et donc, il est important de comparer les demandes et les possibilités au niveau national et international. Et en fait, ce à quoi nous nous attendons, est-ce que c'est vraiment ce dont nous avons besoin? Alors, le besoin d'une stratégie globale en Europe est évident. Il faut une compréhension globale, il faut une application de l'étude et il faut une réponse qui ne soit pas fragmentée. Et donc, pour que ce soit une vraie politique, il faut qu'elle ait été développée avec des experts. J'espère que les recommandations aujourd'hui sont le début de cette politique et le début d'un dialogue, non seulement au niveau européen, mais au niveau global. En fait, il faut s'engager avec les parties prenantes et donc il faut construire quelque chose. Cette stratégie doit être ancrée sur l'équité de la santé. Il faut travailler avec les pays d'Afrique et il faut travailler avec les autorités médicales rares ou des maladies comme le VIH, la sclérose en plaques, la malaria, doivent être développées au niveau global. Et cette stratégie doit être mettre l'accent sur l'importance de travailler de concert. Et donc, cette stratégie doit inclure l'investissement. En fait, il a déjà été dit que nous profitons d'un sous-budget et en fait, nous avons besoin d'un budget complémentaire et cela nous permettra de prioriser l'équité en termes de santé et de répondre aux besoins auxquels il n'est pas encore répondu. Donc, nous aurions pu commencer en 2003 lors de la première épidémie SARS. La deuxième aurait pu être Ebola en 2014. Et en fait, à chaque fois, c'était des écueils et nous sommes tombés et pris du retard. Donc,
2022 ne soit pas augmenté. L'urgence de construire solidaire et équitable et non pas une réponse fragmentée. Et cela passe par des investissements, plus de budget, c'est ce que nous disait aussi Karine Sipido. Pour conclure, Ole Peter Otterson, nous allons entendre deux étudiants, Max Claron et Rose Taylor. Maybe we could, yeah, ils sont de la London School of Hygiene and Tropical Medicine and Royal Veterinary College. Et ils nous rejoignent, ils sont à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Merci de votre invitation. Je suis Rose et je suis avec Max. Nous sommes étudiants de 3e cycle à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. En fait, notre formation nous permet de mettre l'accent sur les limites et la fragmentation du système, et cela nous fait oublier l'objectif principal. En fait, cet objectif doit et il faut l'intégrer dans la politique dès que possible parce que cela permet de former les futures générations. Et cette politique européenne, en fait, peut faire partie de l'avenir. Et ce cadre conceptualisé permettrait d'avoir une approche interdisciplinaire. Et en fait, oui, cela nous permettra de partager les connaissances au-delà des secteurs et au-delà des frontières, dans les domaines tels que l'économie, les études pharmaceutiques, etc. Et cela pourrait être des séminaires, des forums. Et l'objectif étant de réfléchir différemment. Nous vous remercions de votre invitation. Merci d'avoir inclus la voix de la jeunesse. Et nous vous rendons la parole. Avant de passer à la troisième table ronde, Ole Peter Otterson, j'aimerais bien qu'on résume, si c'est possible, parce que c'était dense, les recommandations qui ont été formulées sur le rôle finalement de l'Europe dans la santé mondiale. I think I will pick up on what the student voices. Et en fait, je vais rebondir sur ce que disaient les étudiants. Max et Rose. Donc, en fait, oui, il faut une meilleure santé pour tous. Et tous, c'est le mot-clé. Et cette discussion, en fait, tourne autour de ce mot et il semble que lorsque l'on parle de meilleure santé pour tous, il faudrait qu'il y ait 3 dimensions. La première, c'est la dimension du temps. Nous en avons parlé plusieurs fois. Et nous sommes responsables des futures générations. Et il y a également la santé climatique. Et en fait, cela veut dire que sur notre planète, il n'y a pas de place pour une autre solution. C'est une seule santé. Deuxièmement, si on réfléchit à ce qu'est une meilleure santé pour tous, il faut parler de solidarité et d'équité et il faut aller au-delà des frontières géographiques. Je dirais que ce sont les 3 points les plus importants, les 3 dimensions que nous avons abordées. Mais il y a un autre point qui est un vrai défi. C'est la dimension intersectorielle. Et ça, c'est la plus difficile. Dans tous les secteurs politiques. Et cela nous ramène à la première présentation. Il faut une plateforme de toutes les parties prenantes afin de s'assurer que l'on a cette approche multisectorielle.
Et ça, c'est notre responsabilité de trouver une solution sur la façon dont nous pouvons aborder cette solution.